En juillet 2016, Mike Mansholt, un touriste allemand de 17 ans, était en vacances à Malte, une petite île touristique en Méditerranée. Son séjour avec sa copine s'est bien passé, mais quand elle est rentrée en Allemagne, Mike a décidé de rester seul encore quelques jours pour explorer l'île. Il a loué un VTT pour aller visiter la ville de Rabat qui possède de célèbres catacombes, des cimetières souterrains connus sous le nom de Royaume des Morts. Et il a disparu. A démarré l'une des affaires les plus étranges qu'a connue l'île. Une affaire avec beaucoup de zones d'ombre et de questions sans réponse. Et c'est ce dossier mystérieux que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme annoncé, on va partir aujourd'hui à Malte pour parler d'une affaire assez perturbante. Pour vous faire une petite confidence, je suis moi-même allé à Malte il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça avec ma compagne. J'avais d'ailleurs amené des souvenirs, comme celui-là. Je pensais que c'était une île sans histoire, mais j'avais tort. Parce que ce qui est arrivé à cet Allemand est vraiment troublant. Je vais tout vous raconter dans quelques instants, mais avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement mon partenaire pour cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants, et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Parce que quand vous êtes dans votre café préféré, dans une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Il faut savoir que ce genre de Wi-Fi n'est franchement pas sécurisé. Et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso, votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Et c'est très pratique aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN sécurise votre navigation et crypte toutes vos données sensibles. Grâce à lui, vous êtes protégé en permanence où que vous soyez. Vous pouvez naviguer librement sur le net l'esprit tranquille. En plus de l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube et débloque plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Côté plateforme, il est disponible sur Apple, Android, Windows, etc. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet d'en faire profiter aussi ses proches. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation et les retours sont très positifs. Il a 5 étoiles sur 5 rien que sur le site Trustpilot, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et 4 mois gratuits, ce qui vous revient seulement à 2,03 € par mois. Et ça n'est pas fini. CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client en français et disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors n'hésitez plus, profitez-en pour le tester. Remontons en 2016 et partons à Oldenburg dans le nord-ouest de l'Allemagne. Oldenburg est une ville de 168 000 habitants proche de Brême en Basse-Saxe. Et c'est là qu'a grandi Mike Mansholt. À l'époque, Mike est un adolescent de 17 ans. Il a les cheveux roux, mesure 1m67 et est plutôt athlétique. Mike est décrit par ses proches comme calme et plutôt gentil. Brillant en classe, il est stagiaire chez Airbus, le prestigieux constructeur d'avions européens. Il faut dire qu'il adore piloter des modèles réduits d'avions avec son père Bernd, avec qui il est visiblement très proche. Travaillant dans une orfèvrerie, Bernd Mansholt est un aventurier aimant les grands espaces. En 2004, quand Mike avait 5 ans, Monsieur et Madame Mansholt sont partis sur un voilier avec leurs 3 enfants. Mike, son frère Daniel et sa sœur Maria. Pendant 2 ans, ils ont vogué sur les flots de la mer du Nord à l'Adriatique, puis des îles Canaries jusqu'aux Caraïbes. Et plus récemment, Mike et son père sont repartis ensemble en Amérique du Nord cette fois. Ils sont allés chercher de l'or sur le fleuve Yukon, au Canada. Et d'après son père, Mike est comme lui. Il est curieux, sportif et aime le dépaysement que provoquent les voyages, tout en restant prudent. Mike n'est pas un chercheur de danger. Selon toute apparence, Mike a donc connu une enfance heureuse, il a grandi dans une famille aimante, mais il y a tout de même une ombre au tableau. Ses parents ont divorcé quelques années plus tôt et son père s'est remarié. Mais ces bouleversements n'ont apparemment pas eu d'impact sur sa relation avec son fils.
Tous les deux sont restés très liés, la preuve c'est qu'il est prévu qu'en août 2016, Mike aille en Islande pour courir son premier marathon avec son père, une façon de célébrer de manière inoubliable son 18e anniversaire. Mais dans l'immédiat, en juillet 2016, Mike va partir pour la première fois en vacances sans ses parents. C'est son premier voyage seul. Enfin, pas tout à fait seul. Il va rejoindre sa petite amie allemande qui suit un cours de langue à Malte. Situé en plein milieu de la mer Méditerranée, juste au sud de la Sicile et également proche de la côte africaine, Malte est l'île principale de l'archipel maltais. Riche en histoire, culture et divertissement, Malte est une destination de vacances facile d'accès où les touristes venus du monde entier viennent faire des visites, de la plongée ou bronzer sur les plages. L'île de Malte a un passé très riche. Elle est bien sûr célèbre pour ses chevaliers, les chevaliers de l'ordre de Malte qui ont fait régner pendant 3 siècles l'ordre chrétien en Méditerranée, mais elle est également très moderne. Dynamique économiquement, Malte attire beaucoup de start-up et est devenu un lieu de fête aussi apprécié qu'Ibiza. Mike s'envole donc pour Malte où il rejoint sa petite amie à La Valette, la petite capitale maltaise. Les deux jeunes gens passent du temps ensemble et leurs vacances se déroulent très bien. Mais à la fin du séjour, le dimanche 17 juillet, Mike décide de ne pas rentrer tout de suite avec sa petite amie en Allemagne. Il veut rester quelques jours de plus seul sur l'île à explorer les lieux. Et son vol de retour est prévu le vendredi 22 juillet. Sa petite amie rentre donc à Malte comme prévu, et c'est la dernière fois qu'elle verra Mike. Resté seul à Malte, Mike décide de loger dans un hôtel de Sliema sur la côte nord-ouest de l'île, tout près de La Valette. Ancien village de pêcheurs, Sliema est devenu une ville animée la nuit comme le jour. Véritable temple du shopping, c'est une grande zone résidentielle avec beaucoup de bars, de restaurants et de cafés. Mike prend donc une chambre, la chambre numéro 105, à l'hôtel Astra, un hôtel 2 étoiles sur le front de mer. Jusqu'à présent, Mike est vraiment enchanté par son séjour à Malte. Il a profité de chaque instant sur cette île assez agréable, mais tout va changer le 18 juillet 2016. À 9h55, des caméras de vidéosurveillance de l'hôtel le filment en train de quitter sa chambre. Et sur les images, on voit qu'il porte un t-shirt bleu, qu'il a son sac à dos en bandoulière et qu'il tient à la main son téléphone portable. Son sac à dos noir contient notamment sa caméra GoPro Hero 2 et des objets de valeur. Ce jour-là, il fait un temps magnifique à Malte, il fait chaud et le ciel est ensoleillé. Et pour se déplacer dans l'île, Mike loue un VTT pour la journée entière. Un modèle de la marque Lombardo, un Lombardo 270, de couleur bleue et noire. L'Allemand a l'intention de se rendre ce jour-là dans la ville de Rabat, qui possède de célèbres catacombes souterraines avec des tombes anciennes. À 10h11, Mike envoie un message vocal via WhatsApp. Et dans ce message, il explique effectivement son programme de la journée, qu'il va louer un vélo et traverser Malte. Et il explique aussi que les routes sont très escarpées, que ça n'est pas toujours facile de les monter en vélo, mais que ça n'est pas grave, il aime les défis sportifs. Mike veut donc visiter les catacombes de Rabat, celles de Saint-Paul et de Sainte-Agathe, qui sont distantes d'environ une douzaine de kilomètres de Sliema. Les catacombes sont des cavités souterraines ayant servi de sépulture aux ossuaires, et celles de Rabat ont été utilisées à l'époque romaine pour enterrer les morts. Car selon la culture romaine, il était impur de les enterrer en ville. Il faut savoir que des quartiers de Rabat sont construits au-dessus d'une ancienne ville romaine. Et plus de 1000 corps et des restes humains peuvent y être encore observés. Il s'agit du plus grand site funéraire romain de Malte. Et les catacombes de Rabat sont l'une des plus grosses attractions touristiques de l'île. L'Allemand quitte donc son hôtel en VTT avec l'idée d'aller visiter des cimetières souterrains, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et c'est là où le mystère Mike Man's Hall démarre. Parce que le lendemain, le touriste allemand ne rend pas le VTT loué comme il devait le faire. Au départ, les parents de Mike ne s'inquiètent pas trop. Parce que d'abord, ils ne communiquent pas chaque jour avec leur fils, qu'ils considèrent comme mature et prudent. Ils ont confiance en lui. Et puis son père Bernd est en vacances en Croatie avec sa nouvelle famille, tandis que sa mère est elle en Allemagne. Les proches ont tout de même commencé à se poser des questions le vendredi 22 juillet, parce qu'ils n'arrivent pas à l'aéroport de Brême comme prévu à 22h15. Sa mère et sa sœur, qui sont venues le chercher, apprennent que son vol a été annulé. Elles se disent alors que Mike est coincé à l'aéroport de Francfort où il était censé changer de vol. La mère de Mike tente donc d'appeler son fils sur son téléphone portable. En vain, il ne répond pas. Et de plus en plus anxieuse, la femme contacte à 2h du matin la police d'Oldenburg pour signaler la disparition de son fils.
Le 23 juillet 2016, les policiers allemands déclarent officiellement l'adolescent porté disparu. Et ils lancent immédiatement une enquête, prenant l'affaire très au sérieux. Les officiers contactent la police maltaise et sont surpris d'apprendre qu'ils recherchent déjà Mike. En effet, la directrice de l'hôtel Astra où logeait Mike l'a déclaré disparu la veille. Mais elle a quand même attendu 4 jours avant de le faire. La police maltaise explique qu'elle a recherché l'adolescent sans le trouver. Mais le petit problème, c'est que personne n'a prévenu sa famille en Allemagne. Et on apprend d'autres informations inquiétantes. Mike n'a plus été vu sur l'île depuis le matin du 18 juillet, quand il a loué un VTT. Et il ne s'est pas présenté non plus à l'aéroport pour prendre l'avion censé le ramener en Allemagne. Pour plus d'efficacité, le BKA, Bureau fédéral de police criminelle allemande, prend l'affaire en charge. Mais c'est avant tout la police maltaise qui enquête parce que la disparition de Mike a eu lieu à Malte. Et c'est la police locale qui est toujours juridiquement compétente. Quand M. Mansholt, le père de Mike, apprend la situation, alors qu'il est en vacances en Croatie, il prend le premier vol pour Malte avec le frère de Mike, Daniel. M. Mansholt est dès le début en contact étroit avec la police allemande et surtout maltaise. Il leur fait confiance et garde espoir, mais c'est une insupportable attente qui démarre. Car pendant ce temps-là, les autorités maltaises recherchent le touriste allemand dans les différentes îles de l'archipel maltais. Malte, l'île principale, mais aussi Comino et Gozo, plus au nord. On placarde des avis de recherche, on distribue des tracts, on vérifie si l'Allemand n'aurait pas pris un ferry ou un avion. Sans résultat, Mike reste introuvable. Depuis le début de l'affaire, la disparition de l'adolescent est une énigme totale. Mais 8 jours plus tard, un rebondissement va enfin survenir. Le 26 juillet 2016, 8 jours après la disparition de Mike, la police maltaise reçoit un renseignement anonyme, dont la source n'a jamais été identifiée ni rendue publique. Et ce tuyau anonyme les invite à aller aux falaises de Dingley. Situées sur la côte ouest de Malte, non loin de Rabat, ces falaises poussiéreuses surplombant la Méditerranée sont le point culminant de l'île, à environ 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis ces hauteurs, la vue est splendide. Et l'endroit attire de nombreux touristes. On ne sait pas si Mike est allé effectivement à cet endroit, mais ça reste possible dans la mesure où ces falaises ne sont distantes que de 4 km de Rabat. Il a donc très bien pu y aller après avoir visité les catacombes. Les policiers maltais se rendent donc sur place, accompagnés d'équipes de secours et de M. Mansholt, le père de Mike. Et les lieux sont assez sauvages et accidentés. Dans l'objectif de retrouver éventuellement Mike, les sauveteurs passent la zone au peigne fin, une zone escarpée et difficile d'accès avec des chiens de recherche. Et pendant ce temps, M. Mansholt est prié d'attendre à proximité. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images filmées par des journalistes présents aussi sur place. Les secours fouillent activement le secteur et au bout d'un moment, ils vont trouver quelque chose. L'endroit exact n'a jamais été révélé dans les médias, mais grâce à mes recherches, j'ai retrouvé l'endroit précis. Pour retrouver les lieux précis, j'ai travaillé à partir des images diffusées dans les médias et notamment d'une capture d'écran de l'ordinateur de M. Mansholt. Dans un secteur à environ une vingtaine de mètres de la route panoramique qui longe les falaises, les secours vont retrouver un VTT accroché dans un buisson. Précision importante, on est assez loin des imposantes falaises de Dingley en tant que telles, celles qui donnent sur la mer, qui sont situées à 260 mètres de la route panoramique. Là, le VTT est plus au bord d'une petite falaise, une barre rocheuse à environ 20 mètres de la route. Mais l'endroit est quand même assez dangereux avec un à-pic, un escarpement vertical de 30 mètres. Suite à cette trouvaille, les policiers fouillent intensivement le périmètre et trouvent à environ 30 mètres en contrebas du VTT un corps masculin. Et ce corps est apparemment celui de Mike Mansholt. La dépouille est cachée sous des buissons et sous le surplus de la petite falaise. Et l'endroit n'est pas visible depuis les hauteurs. Par terre, près du corps de l'ado, on trouve ses lunettes de soleil et aussi ses chaussures de sport Nike. Car Mike n'avait plus ses chaussures aux pieds. La police ramasse les objets qui sont mis sous scellés. Vous voyez les photos des différents objets. On peut tout à fait imaginer que Mike ait perdu ses lunettes en tombant, mais en ce qui concerne ses chaussures, ça pose question. C'est quand même un peu étonnant qu'il ne les avait plus aux pieds. On peut tout à fait imaginer à la rigueur qu'il en perde une sous la violence du choc, mais les deux quand même, c'est un peu bizarre. Mais bon, à ce stade des événements, ça n'est qu'un détail. Suite à cette découverte macabre, il y a beaucoup d'animations dans le secteur. De nombreux véhicules arrivent sur place,
Pompiers, ambulances, police, etc. Et une Jeep équipée de civières sur le toit essaye d'atteindre la zone, difficile d'accès. Elle est obligée de rouler sur des routes en terre assez raides. Sur les images filmées par les médias, on voit les officiers maltais procéder à des constatations sur la scène de découverte du corps. Et des experts de la police scientifique ont aussi fait le déplacement. Par la suite, des hommes en combinaison avec des masques mettent le cadavre dans un sac mortuaire et l'emmènent sur une civière. Ils portent ce genre de tenue car le corps est très décomposé à cause de la chaleur. En effet, il fait une chaleur d'enfer l'été à Malte. Et il faut se souvenir que l'Allemand avait disparu depuis plus d'une semaine. Et ce qui est assez terrible, c'est que tout ça se passe sous le regard du père de Mike. La scène suivante est aussi assez difficile. On voit sur les images qu'à un moment donné, M. Mansholt regarde son fils sur la civière. Et il a sans doute une vision d'horreur. Car Mike est abîmé, tellement abîmé que son propre père n'arrive pas à le reconnaître. En ce qui concerne la cause de la mort, un employé médical présent sur place explique à M. Mansholt que le cou de Mike est cassé à 2 endroits, comme son dos, et que le garçon est mort rapidement. Pendant que les policiers finissent leur travail, l'un d'entre eux récupère le vélo loué par Mike. Et le VTT est relativement peu abîmé, sa selle est juste un peu tordue et le pneu arrière est à plat. Et sur les images filmées par les médias, on voit aussi par la suite M. Mansholt manipuler le VTT. Le vélo et la civière sont ensuite fixés sur la Jeep qui remonte vers les hauteurs. La dépouille de Mike va être ensuite transférée à des fins d'autopsie à l'hôpital Mater Dei, le plus grand hôpital de Malte. Au vu de tous ces éléments et constatations, on pense évidemment à un accident. Mike aurait fait une chute épouvantable en VTT en se promenant le long de la route panoramique, près des falaises de Dingley. En tout cas, c'est l'hypothèse immédiatement privilégiée par la police maltaise. Un peu plus d'une semaine après sa disparition, le jeune Allemand a donc été retrouvé. Mais le pire est à venir, parce que la découverte de son corps n'est que le début du mystère. En effet, M. Mansholt va se rendre compte assez rapidement que certaines choses sont bizarres. Par exemple, le sac à dos de Mike est introuvable. On est pourtant certain qu'il l'avait avec lui le matin du 16 juillet, parce qu'il a été filmé avec par les caméras de vidéosurveillance de son hôtel. En cas de chute, on aurait normalement dû retrouver son sac à dos pas loin de lui, sur place. Mais là, rien. Le sac à dos de Mike a disparu ainsi que son contenu évidemment, notamment un téléphone portable Samsung Galaxy Note noir, une caméra GoPro Hero 2 dont il se servait souvent, sa carte de crédit et plusieurs centaines d'euros en liquide. Concernant la caméra GoPro, Mike se servait très régulièrement de cette caméra, il avait d'ailleurs envoyé plusieurs enregistrements vidéo à son père. Et selon M. Mansholt, il est quasi sûr que Mike aurait filmé au moins une partie de sa randonnée en VTT le jour de sa disparition. Il interroge alors les policiers et les gens sur place, et tout le monde lui répond que personne n'a vu cette caméra. Enfin, pas tout à fait tout le monde, une policière qui était présente sur place, qui a gardé longtemps le corps, va déclarer devant témoins avoir effectivement vu sa caméra ainsi que son étui sur le corps. Mais elle va ensuite se rétracter. Lorsque M. Mansholt se rend à l'hôtel Astra où séjournait Mike, il apprend que sa chambre a déjà été vidée. On lui rend quand même quelques affaires appartenant à son fils, notamment du matériel de plongée, mais pas sa précieuse caméra GoPro. Ce qui est fort dommage parce qu'il y a fort à parier que cette caméra contenait certainement des images filmées le jour de sa disparition. Ces images nous auraient peut-être permis de savoir où il est allé, ce qu'il a fait et peut-être même ce qui lui est arrivé. Bien que le scénario de l'accident soit convaincant en apparence, au premier abord, M. Mansholt va peu à peu se rendre compte qu'il ne colle pas vraiment avec les constatations faites sur place. Car déjà, si Mike avait effectivement fait une chute à VTT, on n'aurait pas dû le retrouver là où on l'a retrouvé. Il est juste impossible que son corps ait atterri aussi loin et caché sous le surplomb. La police maltaise a théorisé que l'ado aurait roulé sous le surplomb de la petite barre rocheuse, la petite falaise, mais ça paraît quand même assez tiré par les cheveux. Et ça n'est pas terminé. Le plus gros problème va concerner le résultat d'autopsie. D'après le rapport, l'adolescent est décédé depuis le 26 juillet, jour de sa disparition ou le lendemain. Ce qui paraît assez cohérent, mais la suite l'est beaucoup moins. En effet,
On n'a constaté aucune fracture sur aucun des os de Mike. Il n'a pas un seul os brisé. Alors qu'on avait dit à M. Mansholt qu'il avait la nuque brisée 2 fois, comme son dos. Là, rien. Aucune fracture, aucun os fêlé, et le corps ne présente aucune blessure, quelle qu'elle soit, par arme à feu ou arme blanche. Son corps est quasi intact, quoi. Quand il apprend ça, M. Mansholt ne comprend pas. Ça contredit totalement ce qu'on lui avait dit sur place. Il recontacte alors les policiers maltais pour obtenir des explications, mais il n'obtient pas de réponse claire à ses questions, que ce soit sur l'absence de fracture et aussi sur l'absence de son sac à dos. Pire, il a même l'impression qu'on veut qu'il quitte Malte maintenant que son fils a été retrouvé. En d'autres termes, il dérange et ça ne fait qu'augmenter sa méfiance. M. Mansholt interroge aussi la police sur ses déclarations changeantes au sujet de la caméra GoPro de son fils. Et en guise de réponse, le département médico-légal maltais lui remet alors un vieil appareil photo numérique. Ça en est presque grotesque. Cet appareil photo numérique Canon vieux de 17 ans est bien plus ancien et n'a rien à voir avec une caméra GoPro. Autant vous dire que M. Mansholt commence à avoir de sérieux doutes vis-à-vis des autorités maltaises. En ce qui concerne le sac à dos de Mike et les objets personnels qu'il contenait, téléphone, portefeuille, carte de crédit liquide, M. Mansholt suggère que quelqu'un les a peut-être volés. Et un policier maltais lui répond qu'étant donné que les habitants de Malte ne voleraient jamais les affaires d'un cadavre, ce sont sûrement des touristes qui l'ont volé. Pourquoi pas? Mais à ce stade, le père de Mike a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose cloche dans cette affaire, et ce ne sont visiblement pas les investigations de la police locale qui vont permettre de faire la lumière. Car par exemple, ils n'ont pas réussi à localiser et encore moins à récupérer le téléphone portable de Mike. Il a donc été impossible d'en exploiter les données. Mais la seule chose sûre, et c'est important de le dire, c'est qu'on a bien retrouvé le corps du jeune Allemand. Mike a été formellement identifié par l'ADN 4 semaines plus tard. M. Mansholt, et c'est une réaction normale, veut absolument savoir ce qui s'est passé exactement le 26 juillet 2016. Mais il est malheureusement obligé de quitter l'île de Malte, de retourner en Allemagne pour son travail. Depuis le début de cette affaire, la famille de Mike, comme beaucoup de familles de victimes, n'a pas été épargnée. Mais le cauchemar va malheureusement continuer. Le 17 août 2016, le corps de Mike est rapatrié dans un cercueil en zinc à Oldenburg, en Allemagne, 3 jours avant son 18e anniversaire. Les cercueils en zinc sont utilisés en général pour les personnes décédées de maladies contagieuses, mais surtout, et c'est le cas ici, pour le rapatriement de personnes décédées à l'étranger. Et la famille Mansholt organise évidemment les funérailles de Mike. Comme le veut l'usage, un agent de pompe funèbre est chargé de préparer le corps, et quand il le découvre, il n'en revient pas. Car d'abord, il se rend compte que Mike n'a pas été embaumé. L'embaumement est un procédé qui vise à préserver le corps d'un défunt en ralentissant, voire en inhibant, le processus naturel de décomposition. Mais là, il a été renvoyé comme ça, sans préparation. Et je vous raconte pas l'odeur, hein. Pardon pour les détails, mais là, le corps dégage une atroce odeur de décomposition. Et il ne sent pas du tout le formaldéhyde ou formol, un produit chimique utilisé d'habitude. C'est d'autant plus choquant qu'une enquête est désormais en cours en Allemagne sur le décès du touriste. Et vu l'état du corps qui a été envoyé quasiment sans aucune préparation, les Allemands vont avoir beaucoup de mal à faire une deuxième autopsie. En plus de l'odeur, le corps présente aussi un autre problème qui concerne son apparence. Le corps est complètement enfoncé. Tout le volume a disparu. Et il est très léger. On va se rendre compte qu'il ne pèse plus que 16 kilos. Il manque au moins 40 kilos, quoi. Ce qui est très bizarre. Les médecins légistes allemands vont quand même lancer une deuxième autopsie à l'université d'Hanovre pour connaître la cause de la mort. Et quand ils ouvrent son corps, ils ont un choc. Parce qu'ils découvrent que tous les organes ont été enlevés. Cœur, cerveau, poumon, foie, pancréas, vessie, prostate, estomac, intestin grêle, le rein droit, etc. Il ne reste quasiment plus rien. Il reste juste quelques fragments du rein gauche et aussi de la rate et du côlon. Ce qui explique mieux pourquoi le corps de Mike avait cette apparence complètement enfoncée. Il était quasiment vide, quoi. Il arrive que lors de certaines autopsies, on retire des organes pour des examens plus poussés, mais ces organes sont toujours remis à la fin à l'intérieur du cadavre.
Donc il est anormal qu'il n'ait pas été renvoyé avec le reste du corps en Allemagne. On interroge alors le médecin légiste maltais, chargé de l'autopsie sur l'île, qui explique que les organes ont été mangés par des animaux charognards avant qu'ils ne soient retrouvés. Une explication ridicule parce que quand on l'a récupéré, et M. Mansholt le sait bien parce qu'il était sur place, le corps de Mike ne présentait aucune blessure ou morsure visible. Et surtout, il n'avait pas cet aspect dégonflé et ratatiné comme aujourd'hui. Donc où sont passés ces organes? Sachant que Mike n'était pas donneur d'organes. En ce qui concerne le cerveau absent, lui aussi, le légiste avance une explication. Le cerveau se serait tout simplement dissous au soleil. Et ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi, hein. Un cerveau qui se dissout en seulement 8 jours au soleil, ça n'existe pas. Il a été enlevé, oui. Doutant de plus en plus de la version officielle de l'accident, la justice allemande a ouvert une enquête sur le décès de Mike. Mais c'est compliqué car d'abord, vu l'état de son corps, ou du moins de ce qu'il en reste, ils ne réussissent pas à déterminer la cause de sa mort. Et pour ne rien arranger, les autorités maltaises font aussi preuve de mauvaise volonté. Par exemple, les légistes maltais n'ont même pas daigné envoyer une copie du premier rapport d'autopsie à leurs homologues allemands. Les légistes allemands vont tout de même en arriver à la conclusion que, contrairement à ce qu'affirment les autorités maltaises, rien n'indique que Mike soit mort des suites d'une chute de 30 mètres. Pour eux, c'est pratiquement impossible pour une raison assez simple, il n'a aucun os brisé ou fêlé, et aucune lésion des tissus mous ou de contusion. Pour avoir fait moi-même quelques chutes assez sérieuses dans ma vie et même de grosses fractures, faire une chute de 30 mètres dans des rochers sans une égratignure, c'est impossible, hein, ou alors ça relève du miracle. Il faut aller mettre un cierge à l'église. Ce qui est problématique, c'est que les Allemands sont juste capables d'écarter la thèse accidentelle, mais ils ne peuvent pas en savoir plus. Parce que vu que le corps n'a pas été embaumé correctement par les Maltais, et qu'il manque la quasi-totalité des organes, ils sont dans l'impossibilité de déterminer la cause exacte de la mort. Autrement dit, la cause de la mort de Mike Mansholt sera inconnue à jamais. Se heurtant à un véritable mur avec les autorités maltaises, et les pouvoirs publics allemands étant eux-mêmes impuissants à obtenir des réponses convaincantes, M. Mansholt a finalement abandonné l'espoir de connaître la vérité. Il a en quelque sorte baissé les bras. Les années suivantes, il a vendu son entreprise d'orfèvrerie et a quitté la région d'Oldenburg. Parce qu'il en avait assez d'être surnommé dans sa ville natale l'homme au garçon mort. Ce qui est très délicat, soit dit en passant, c'est encore une bonne illustration de la gentillesse et de l'empathie de certaines personnes. À Malte, la famille Mansholt a installé une plaque commémorative sur les lieux présumés de l'accident, près des falaises de Dingley. Et les restes de l'adolescent ont été, quant à eux, dispersés en mer pour être plus près de son père. En effet, M. Mansholt a ensuite navigué pendant des années sur un bateau en Méditerranée avec sa nouvelle épouse et ses 3 enfants, avec l'espoir de tourner peut-être enfin la page. Cette affaire n'a donc pas connu de happy ending, mais il se pose toujours la question de savoir ce qui est arrivé à Mike. Commençons déjà par dire, parce que c'est important de le rappeler, qu'on ignore totalement ce qu'a fait Mike entre le moment où il a quitté son hôtel et celui où on l'a retrouvé décédé. On sait qu'il comptait aller en VTT jusqu'à Rabat pour visiter les catacombes, des kilomètres de galeries souterraines, un véritable labyrinthe abritant plus de 1000 corps, surnommé le Royaume des Morts. Un monde ancien, mystérieux et macabre dont nous ne savons que peu de choses. Et ce que nous savons est assez inquiétant. On sait qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a vénéré à Malte Baal-Hamon, la divinité principale de la Carthage vénitienne et dieu de la fertilité. Baal-Hamon était représenté comme un homme âgé barbu avec des cornes de bélier bouclées. Et dans le cadre de son culte, les enfants, probablement les premiers-nés, étaient sacrifiés. Comme la plupart des divinités de Carthage, Baal-Hamon était apaisé par des sacrifices d'enfants. Tout comme Tunit, la déesse principale de Carthage est probablement la consort, l'épouse de Baal-Hamon. Et Tunit a été également vénérée à Malte, en Sardaigne ou encore en Sicile, avant de disparaître avec le triomphe du christianisme. Tout ça, ça fait quand même un peu froid dans le dos. On n'est pas chez Stéphane Bern ou chez Nota Bene, mais ce petit rappel historique était quand même intéressant. Pour revenir à notre affaire, on est dans le flou total, et au final, on ne sait pas si Mike est effectivement allé visiter ces catacombes.
On ne sait pas ce qu'il a fait exactement le jour de sa disparition, mais il est tout à fait possible qu'il ait effectivement visité les catacombes de Rabat et ensuite décidé de pousser un peu plus loin la balade jusqu'aux falaises de Dingley pour admirer la vue, par exemple. Il se serait alors rendu en VTT jusqu'à l'endroit où il a perdu la vie. Concernant les circonstances de la disparition de Mike, c'est l'inconnu, et depuis 2016, ce mystère a fait couler beaucoup d'encre. Et de nombreuses théories plus ou moins sérieuses ont été avancées. On a par exemple pu lire que Mike avait été victime d'un accident de la route ou d'un accident de chasse, maquillé après coup en chute en VTT. Mais ça n'a pas grand sens parce que le corps de l'adolescent ne présentait aucune blessure par balle, fracture ou contusion. On a également pu lire que Mike aurait été la cible d'un réseau de trafic d'organes. Mais primo, Malte n'est pas connu pour ce genre de trafic, et secondo, choisir un jeune touriste étranger, un Allemand issu d'une famille plutôt aisée, n'était sans doute pas le meilleur choix. Des trafiquants d'organes qui auraient voulu rester discrets s'en seraient sûrement plutôt pris à un jeune enfant pauvre du pays ou à un migrant par exemple. Parce qu'en 2016, on était encore en pleine crise migratoire en Méditerranée. En ce qui concerne la théorie de l'accident, nous avons déjà vu qu'elle était plus que bancale. Même s'il est vrai que chaque année, un certain nombre de touristes perdent la vie dans des accidents à Malte. Mais il y a trop d'anomalies dans le dossier de Mike. La plus grosse incohérence constatée par la justice allemande est l'absence de blessures. Car l'état du corps de l'adolescent était incompatible avec une chute de 30 mètres. En ce qui concerne l'absence d'organes, ou le fait que le corps n'était pas correctement embaumé, elle pourrait tout simplement s'expliquer par l'incompétence du médecin légiste maltais. Pour parler très clairement, il a vraiment fait un travail de sagouin, et en plus, le comble, c'est qu'il a raconté ensuite n'importe quoi à la famille et aux autorités allemandes. Rappelez-vous du fameux cerveau dissous par la chaleur. Mais il faut quand même rappeler que Malte est un pays civilisé et très moderne par certains aspects, donc à ce stade d'erreur, d'incompétence, de négligence et de mensonge, il faut se demander s'il n'y a pas eu un sabotage volontaire. Peut-être pour cacher quelque chose de plus sinistre comme un acte criminel. Malte est certes l'un des pays les plus sûrs de l'Union européenne, il a toujours eu un faible taux de criminalité, mais plus aucun endroit n'est désormais épargné par la violence. Mike était athlétique, ok, mais il était plutôt petit. Il mesurait 1m67 et il était surtout très jeune. Il n'avait pas encore 18 ans. De plus, il était à l'étranger et seul. Et pour toutes ces raisons, il était quand même plus vulnérable que la moyenne. Et un ou plusieurs individus auraient donc très bien pu le repérer et l'agresser pour lui dérober ses affaires. Téléphone portable, caméra GoPro, carte bancaire et argent liquide. Le corps de l'adolescent ne présentait aucune blessure, mais un détail reste troublant. Il manquait l'os hyoïde, un petit os en forme de fer à cheval, localisé dans le cou. Et il faut savoir qu'en cas de strangulation ou de suffocation, cet os est brisé. L'absence de cet os est donc très suspect. Par ailleurs, Mike aurait aussi pu être drogué et ou empoisonné sans qu'on le sache, vu qu'il n'a pas été possible de faire des analyses toxicologiques sans ses organes internes. Et il ne faut pas être naïf, un homicide a très bien pu être maquillé après coup en accident près des falaises de Dingley. Concernant l'os hyoïde absent, il faut quand même se demander si les autorités maltaises ne l'auraient pas enlevé lors de l'autopsie, en même temps que tous les organes internes, pour camoufler le tout. Rien ne nous permet de l'affirmer, cependant, la thèse accidentelle soutenue par la justice maltaise était pratique. Elle permettait de classer vite l'affaire. Parce qu'un meurtre de touristes, ça fait toujours désordre, et c'est mauvais pour les affaires. Il faut quand même reconnaître que la théorie d'un meurtre caché, masqué, camouflé par les autorités maltaises va assez loin. Est-ce que ce genre de magouille serait possible à Malte ? Impossible de le dire. Il faut aussi évidemment rester prudent et se garder de porter des accusations sans preuve. Néanmoins, cette île est notoirement connue pour d'importants problèmes de corruption. Pour s'en convaincre, évoquons l'histoire de Daphne Caruana Galizia, qui était une journaliste d'investigation maltaise. Connue pour ses enquêtes et révélations d'informations sensibles, notamment sur la corruption à Malte, elle a été assassinée le 16 octobre 2007 dans l'île lors de l'explosion de sa voiture piégée. Une méthode traditionnellement utilisée par la mafia. Daphne Caruana gênait visiblement beaucoup, donc on l'a réduite au silence. Et Matthew Caruana Galizia, son fils, lui-même journaliste, ainsi que plusieurs parlementaires européens, ont dénoncé publiquement l'existence d'un cartel silencieux à Malte.
l'île serait un marécage de blanchiment d'argent, de corruption et d'évasion fiscale, où il régnerait une culture de l'impunité. Quand on connaît ce contexte assez spécial, on est moins étonné par l'attitude plus que surprenante des autorités maltaises dans l'affaire Mike Manshold. En conclusion, je tiens à dire que je ne détiens aucune vérité dans ce dossier et je vous laisse vous forger votre propre avis. Et si vous avez une théorie, vous pouvez la mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant de les lire. En tout cas, il ne faut certainement pas que tout ça vous dissuade d'aller à Malte. J'y suis allé moi-même il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai passé un très bon moment. Et si vous restez prudent, si vous ne faites pas n'importe quoi, mais bon, vous pouvez quand même en profiter, vous rentrerez certainement chez vous sain et sauf. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage, ça se fait en quelques secondes, ça ne coûte rien, et c'est une grande aide faite aux créateurs de contenu. Grâce à vous, d'autres personnes découvrent les vidéos. Et si ça n'est pas encore fait, je vous invite aussi évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne louper aucune future vidéo. Pour tout ça, merci du fond du cœur. Et si vous êtes à la recherche d'un bouquin à feuilleter cet été, j'en profite pour vous dire que mon nouveau livre, Disparu dans la nature USA tome 3, est sorti. Il contient 20 histoires vraies et mystérieuses comme les autres, dont la majorité sont inédites. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez le commander tout de suite, le lien est indiqué dans la description de cette vidéo. Un grand merci aussi évidemment à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez dans le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. En ce qui me concerne, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien et surtout, ne disparaissez pas.